Bonjour, je m'appelle Céline Lanoé. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Caen et à l'Institut de formation des enseignants. Et je fais partie du laboratoire de psychologie du développement de l'enfant et de l'éducation dirigé par le professeur Houdet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une méta-analyse des méthodes de préparation à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle chez l'enfant et chez l'adolescent, et nous nous poserons la question des préconisations pour la neuroéducation. Alors, je vais commencer par vous demander si vous avez déjà vous-même réalisé une IRM. Non? Non, donc nous allons commencer par une mise en situation et je vais vous proposer de passer une IRM maintenant avec moi. Donc vous imaginez que vous êtes allongé dans un environnement confiné et sombre. Vous imaginez que vous allez y passer 30 minutes. Mais attention, surtout, il ne faut pas bouger. Maintenant, vous imaginez que vous avez 6 ans. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une situation très anxiogène, et en tant que psychologue du développement et travaillant sur une plateforme d'imagerie cérébrale, nous nous sommes interrogés sur la préparation des enfants et des adolescents qui souhaitent participer à un protocole de recherche d'IRMF. Alors vraiment, c'est ce qui a motivé le travail que je vais vous présenter maintenant. Alors, nous sommes partis d'une constatation qui est la suivante: les neurosciences cognitives développementales manquent de comparaison quantitative entre différentes procédures pour optimiser le taux d'enfants inclus dans les protocoles en IRMF. Alors, à partir de cette constatation, nous nous sommes posé une question. Comment préparer psychologiquement et physiquement les enfants et les adolescents à l'IRMF? Comment les préparer au stress lié à l'environnement qui est sombre, qui est confiné? Comment les préparer à l'immobilité, surtout chez de jeunes enfants? Comment les préparer au bruit des différentes séquences sonores de l'IRM? Comment les préparer à l'inconfort de l'antenne, à la longueur de la session qui est longue chez de jeunes enfants, mais aussi aux contraintes de la tâche. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge est-il nécessaire de préparer les enfants et les adolescents? Et c'est pour répondre à cette question que nous avons décidé de réaliser une méta-analyse. Alors, une revue de la littérature nous a permis d'identifier 3 procédures pour préparer les enfants à un protocole d'IRMF. Une procédure qui utilise un mock scanner, qui est un simulateur de scanner, des procédures qui préparent psychologiquement et physiquement l'enfant à l'IRM, et puis nous avons également identifié dans cette revue de littérature des procédures qui sont de type qu'on appellera préparation standard, type de celles qui sont utilisées chez l'adulte. Alors, je vais vous les présenter rapidement. La première procédure, premier type de préparation, c'est le mock scanner. Alors, il est utilisé au centre d'imagerie uniquement, bien entendu, dans une pièce qui lui est dédiée. C'est une réplique, il s'agit d'une réplique grandeur nature du scanner IRM, sans l'aimant. Le mock scanner est équipé de l'antenne, des coussins en mousse, du casque, donc il reproduit parfaitement l'IRM que l'enfant va découvrir par ailleurs un peu plus tard. Et des haut-parleurs reproduisent les bruits des différentes séquences de l'IRM. Alors, il s'agit d'une stratégie qui semble efficace pour préparer les enfants à l'IRM. Toujours est-il qu'elle est très souvent utilisée chez les jeunes enfants, mais stratégie qui semble efficace, mais sans qu'on ait réellement d'études qui la comparent à d'autres méthodes de préparation.
Alors le deuxième type de préparation qu'on a identifié dans la littérature est une préparation qu'on appellera physique et psychologique de l'enfant et de l'adolescent. Elle peut être réalisée au centre d'imagerie cérébrale, mais aussi en école, comme celle que nous avons utilisée dans notre équipe. Et elle se décline sous deux formes qui sont souvent associées. Alors, la première forme consiste en une préparation physique et psychologique, surtout une préparation psychologique, on va dire, qui vise à réduire le stress induit par l'IRM. Alors, il s'agit d'impliquer, dans un premier temps, souvent on voit un certain nombre d'équipes qui impliquent l'enfant et sa famille, comme nous l'avons fait nous par ailleurs dans notre équipe. Donc impliquer l'enfant, mais impliquer sa famille dans le protocole. Alors en proposant des réunions d'information, au centre d'imagerie, mais aussi parfois en école, comme on le voit là sur la photo. Très souvent, on propose aux familles et à l'enfant des visites, les équipes proposent des visites du centre d'imagerie, de la salle de l'IRM. L'enfant est amené à faire le tour de l'IRM, à voir l'IRM. Là, par exemple, il peut identifier la poupée qui est placée dans l'IRM, dans laquelle il va pouvoir se projeter dans les jours, voire les semaines à venir. Il visualise l'équipement utilisé pendant l'IRM, l'antenne, le casque, les bouchons d'oreille. Il est familiarisé aussi avec la décoration du laboratoire. Souvent, les laboratoires vont proposer des décorations sur le thème de l'espace, des châteaux forts. Souvent, on présente les tâches également à l'enfant ou à l'adolescent. Et de façon détaillée, on va décrire à l'enfant vraiment ce qui va se passer pendant l'IRM. Donc, décrire toutes les étapes en fait de l'IRM, et ce à partir de divers supports. Alors, certaines équipes proposent des supports vidéo, donc elles proposent à l'enfant par exemple de visualiser un petit film de 8-10 minutes qui présente vraiment toutes les étapes du protocole. D'autres équipes, là on le voit, proposent des sites web sur lesquels l'enfant peut se projeter en train de passer une IRMF, comme là en fait c'est un petit éléphant en fait qui passe l'IRMF, on le voit entrer dans la caméra, on voit les activations en fait, ces activations cérébrales pendant qu'il est dans la caméra. On voit également les items qui sont utilisés au niveau des tâches. Donc ça c'est le premier sous-type, mais cette préparation elle se décline également sous la forme d'une préparation de type cognitivo-comportemental qui vise là vraiment à réduire les mouvements dans le scanner. Alors là on a identifié un certain nombre d'éléments de papier qui relatent des sessions de relaxation réalisées avec l'enfant, des thérapies basées sur le jeu, ou là, comme nous-mêmes, nous l'avons utilisé avec notre équipe, sur le jeu de la statue, comment l'enfant va s'entraîner à l'immobilité debout. Là, comme vous le voyez là, la petite fille debout, elle va jouer à la statue, ou allongée dans le tunnel, en regardant un dessin animé, comme on le voit là pour le plus grand garçon. Donc ça permet de distraire, de le relaxer, de le maintenir immobile pendant les sessions anatomiques. Mais on voit aussi des entraînements spécifiques aux tâches cognitives qui visent à préparer l'enfant à l'IRMF. Donc comment l'enfant est préparé, est entraîné à répondre à une tâche cognitive sans bouger. Sans bouger, alors comment il va apprendre à utiliser un pad, à appuyer sur des boutons, sans voir sa main, sans bouger. Donc là, nous avons fait le choix d'utiliser des boutons à relief, donc une perle pour un certain type de réponse et puis un bouton rugueux pour un autre type de réponse, mais l'enfant est entraîné en fait à répondre à des questions, à réaliser des tâches cognitives avec un boîtier, avec un matériel spécifique, et ce en position immobile, sans parler quand on répond, sans bouger le bras, sans voir sa main. Donc ça nécessite vraiment un entraînement très spécialisé et d'autant plus auprès des jeunes enfants. Donc le troisième type de préparation est une préparation qu'on a appelée standard, c'est-à-dire que c'est une préparation identique à celle proposée à l'adulte, réalisée uniquement le jour de l'examen au centre d'imagerie cérébrale. Alors elle explique de façon détaillée le protocole, elle présente les tâches, mais sans particulièrement se focaliser sur la préparation à l'immobilité de l'enfant
ou sur l'environnement de l'IRM. Donc, quelle est la méthode que nous avons utilisée pour notre méta-analyse? Dans un premier temps, nous avons analysé tous les articles qui présentaient des IRMF chez l'enfant, et ce, depuis le tout premier article en 1995 jusqu'à 2011. Des enfants, dans des articles qui présentaient des études chez l'enfant sain, chez l'enfant éveillé et non sédaté. Et par ailleurs, des études qui présentaient un design expérimental avec des tâches qui requièrent quand même un minimum d'attention chez l'enfant. Alors nous avons analysé les résultats à partir des 3 types de préparation identifiés dans la littérature. Donc on retrouve le MOC-Scan, la préparation qu'on appelait physique et psychologique, et la préparation standard, type de celle qui est utilisée chez l'adulte. Donc quelle est la sélection des articles et de l'ensemble des données que nous avons retenues pour notre méta-analyse? Alors, dans un premier temps, donc, on se rend compte que 248 articles sont concernés par cette méta-analyse. Alors, parmi ces 248 articles, seulement 133 seront inclus dans la méta-analyse, car ils nous indiquent le taux d'enfants inclus ou exclus du protocole. Alors, soit il nous l'indiquait directement, la donnée était dans le papier, soit nous avons sollicité les différents auteurs des différents papiers qui nous ont répondu quand ils avaient les données, ils nous les donnaient, on les incluait à la méta-analyse. Alors, parmi ces 133 articles, plusieurs d'entre eux utilisent le même échantillon d'enfants, avec le même type de préparation. Donc là, à ce moment-là, on ne les a comptés qu'une seule fois, soit 110 articles originaux inclus dans la méta-analyse. Et parmi ces 110 articles originaux, on retrouve des articles qui utilisent des échantillons indépendants d'enfants, c'est-à-dire un article qui présente les données pour un groupe d'enfants de 8 ans et pour un groupe d'enfants de 12 ans. Donc ça nous totalise en fait 155 échantillons d'enfants concernés ici par la méta-analyse, ce qui représente ici 4210 enfants âgés de 4 à 17 ans. Alors, en ce qui concerne la méthodologie, on se rend compte qu'on a été amené à rencontrer un certain nombre de soucis d'ordre méthodologique qui concernent la répartition des effectifs en fonction du type de préparation et de l'âge des enfants. C'est-à-dire que aucun des enfants âgés de 4 à 7 ans, enfin, tous les enfants âgés de 4 à 7 ans plutôt, ont été préparés à l'IRM. Donc soit avec un MOC-Scan, comme on peut le constater ici en bleu, ou soit avec une préparation physique et psychologique en rouge. Bon, ce qui est une bonne chose, mais ce qui va nous empêcher de pouvoir réaliser nos comparaisons ici entre les différents types de préparation chez notre groupe d'enfants les plus jeunes. Alors, quels sont les résultats que nous avons observés? Donc, déjà, dans un premier temps, pour chaque étude, nous avons calculé le taux d'enfants inclus pour la réussite à au moins un run d'IRMF. On va travailler sur des taux d'enfants inclus au protocole. Alors, si on s'intéresse à l'ensemble des données que nous avons retenues dans la méta-analyse, le taux d'enfants inclus ne varie pas de façon significative en fonction du type de préparation sur l'ensemble du groupe, sur l'ensemble des données. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec à peu près 80-83% d'enfants inclus en fonction des 3 types de préparation. Bon, alors ce qui nous a amené, dans un second temps, à aller voir les résultats d'un peu plus près pour chaque groupe d'âge. Alors là, on va trouver des choses intéressantes. Donc si on s'intéresse à chaque groupe d'âge, ici, chez les 8-9 ans par exemple, il y a plus d'enfants inclus avec la préparation MOC
qu'avec la préparation standard, mais aussi avec la préparation physique et psychologique qu'avec la préparation standard. Et chez les enfants de 13 à 17 ans, il y a plus d'adolescents inclus quand ils sont préparés avec le MOXCAN que quand ils sont préparés avec une préparation standard. Donc ici, d'après ces résultats, il apparaît qu'une préparation est nécessaire chez les enfants de 8-9 ans, mais aussi chez les adolescents de 13 à 17 ans, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Donc le type de préparation à privilégier, là, dépendra un petit peu de l'âge des enfants. Alors là, on s'est intéressé au taux d'enfants inclus dans les protocoles de recherche, mais on est aussi allé voir un petit peu ce qui se passait au niveau du taux d'enfants exclus des protocoles. Pourquoi les enfants sont exclus des protocoles? Quelles sont les raisons de leur exclusion? Alors bon, les raisons de l'exclusion sont variées. Les enfants peuvent être exclus pour des mouvements excessifs dans la caméra, de faibles performances, des problèmes techniques, des enfants qui s'endorment dans la machine, des protocoles interrompus pour une raison de façon inopinée, une envie de faire pipi par exemple, comme ça nous est arrivé avec notre protocole, des examens neurologiques anormaux par exemple également. Alors, on s'intéressera surtout aux mouvements excessifs, en fait, parce qu'ils représentent la plus forte raison d'exclusion, d'abord, et ensuite parce qu'ils peuvent être réduits grâce à une préparation. Donc ça va nous intéresser. Alors quand on regarde les résultats, on se rend compte qu'avec une préparation physique et psychologique, les enfants sont moins souvent exclus du protocole pour cause de mouvements excessifs. Alors là, on se rend compte que ce type de préparation entraîne plus que les deux autres types de préparation les enfants à l'immobilité. Et ce, d'ailleurs, quel que soit leur âge. Donc, ce qui est un résultat fort intéressant d'un fois. Alors, comment peut-on discuter ces résultats? Il nous semble, dans un premier temps, qu'une préparation physique et psychologique, telle d'ailleurs que celle que nous avons utilisée dans notre équipe, est une préparation complète à l'IRMF. Alors, elle permet à la fois d'augmenter le taux d'inclusion chez les enfants de 8-9 ans, en réduisant le stress induit par l'IRM, par l'environnement de la machine, mais elle permet également de diminuer le taux d'enfants exclus pour cause de mouvements excessifs chez tous les enfants, en les préparant vraiment, en les entraînant à l'immobilité. Par ailleurs, c'est une préparation qui est moins coûteuse que le mock scanner et qui est transportable, transposable dans différents contextes. Alors, au centre d'imagerie cérébrale, bien entendu, mais on peut l'imaginer dans des services pédiatriques ou dans les écoles, comme nous l'avons organisé. Alors, se pose la question des préconisations pour la neuroéducation. Donc, d'après notre expérience très personnelle de réalisation d'un protocole de recherche en IRMF chez l'enfant, avec des enfants de 5 à 11 ans, il nous semble vraiment qu'une préparation physique et psychologique en partenariat avec l'école, il nous semble que c'est primordial. Donc, travailler, préparer les enfants, mais avec un réseau d'écoles, avec les écoles, impliquer les écoles, le personnel enseignant, les directeurs, les inspecteurs. Alors, bon, sous différentes formes, mais déjà dans un premier temps en inscrivant le protocole de recherche dans un projet pédagogique. Un projet pédagogique qui implique les conseillers pédagogiques, les inspecteurs de l'éducation nationale, les directeurs d'école, les enseignants, les enfants bien entendu, en recrutant par exemple et en préparant les enfants dans les écoles, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on amène le matériel dans les écoles, les enfants sont préparés dans les écoles et autour d'un projet sur le cerveau, sur ce qu'il y a dans ma tête et comment fonctionne mon cerveau. C'est-à-dire que les enfants sont vraiment aussi impliqués, transformés en véritables petits chercheurs qui souhaitent découvrir le fonctionnement de leur cerveau.
en créant aussi des séquences pédagogiques sur le cerveau adaptées à l'âge des enfants, des petits et des grands. Là, vous voyez un enfant qui vient présenter en fait son diplôme qu'il a reçu suite à cet examen, suite à ce protocole, auprès de ses camarades de classe. Donc un enfant qui était plutôt réservé, d'après ce que nous disait l'enseignante auparavant, qui s'est révélé vraiment après cette expérience unique qu'il a vécue. Mais aussi en animant des formations auprès des enseignants sur le fonctionnement cognitif, sur le fonctionnement cérébral de l'enfant, et qui permettent de déboucher sur de nouvelles méthodes pédagogiques d'apprentissage, comme telles que celles que Sandrine vous a présentées au niveau des protocoles du GFA, du groupe de formation des enseignants du Calvados. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour toutes vos questions et remarques. Merci.